Maintenant, c'est l'invité explosif. Ah oui, vous avez eu raison de le mettre. Ouais. Ah bah ça Notre invité explosif, c'est Jérôme Deverder qui vient pour nous parler de sa pièce Un banc pour deux, écrite et mise en scène par notre invité. C'est au Théâtre du Marais tous les dimanches, je sais plus où c'est là. 14h30. Putain. Ah mais oui, t'es là. 14h30 au Théâtre du Marais. Mais avant, on va parler un petit peu de toi pour qu'on te connaisse un peu mieux. J'adore ça. Ah. J'adore parler de moi, c'est ma passion. Alors il paraît qu'à l'âge de 15 ans, tu voulais être scénariste. Absolument. Mais on t'a dit non, c'est pas un vrai métier. Voilà, et on me le dit toujours d'ailleurs. Arrête immédiatement d'écrire des trucs. Du coup, tu t'es tourné vers le journalisme un peu par hasard. Ben oui, c'est-à-dire que je savais à peu près rien faire à part écrire. Donc je me suis dit, tiens, je vais trouver... vous savez, c'est quand on passe devant les... Vous, c'était il y a 2 ans, moi, c'était il y a 67 ans. Mais c'est quand on passait devant le conseiller... Je sais pas si ça existe encore, le conseiller d'orientation. Bien sûr, si. Qui en général ne savait pas du tout de quoi il parlait. Mais et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé... Il fallait que je dise un truc. Et donc, je me suis dit quel est le seul métier à peu près normal où on écrit journaliste. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Ça se tient. Enfin, après, j'ai fait des études et tout. Bien sûr. J'ai un parcours scolaire assez admirable. D'ailleurs, j'allais le dire, à 21 ans, tu obtiens une carte de presse avant ton diplôme. Mais oh là, vous êtes très bien informé. J'adore quand les invités disent ça. Non, mais c'est vrai parce que c'est lui qui l'a remis. Non, c'est pas moi qui vous l'ai dit, je crois pas. Ah ben non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Exactement. Tu me fileras le chèque quand même. C'est vrai. J'ai 21 ans. Je suis pas peu fier de ce truc-là. Et je ne l'ai plus, cette carte de presse. Ils me l'ont retirée. Ça valait le coup. Vrai. Ils me l'ont retirée l'an dernier, dis donc. Ah merde, pourquoi? Commission de la carte. Parce qu'ils ont jugé, ils n'avaient pas complètement tort, et ils ont jugé que que l'émission que je présente sur Paris Première, la revue de presse, n'était plus considérée comme du journalisme. De la presse, bizarre. J'avais beau recevoir des hommes politiques ou des... Voilà, c'était plus du journalisme, ce qui m'a pas dérangé. Oui. Et c'est quoi, il y a des critères à remplir ou c'est uniquement une question de point de vue, quoi? Non, c'est une question de point de vue, mais il y a quand même un code de déontologie, etc. Il y a une charte des journalistes. Ah, mais c'est pas n'importe quoi. Hein. Ah oui. Donc, d'où à 21 ans, tout ça c'était pour me faire un peu mousser. À 21 ans, c'était un peu un exploit, quoi. Je ne le cache pas. Bravo. Le plus jeune, 77 986, c'est mon numéro de carte de presse, qui donc n'est plus attribué. Voilà, donc il a peut-être attribué à quelqu'un d'autre. Je crois pas qu'on les... Ah, c'est à vie. Ouais, c'est terminé. Et après, encore par hasard, tu arrives comme journaliste sportif. Ma vie est une suite. Et je n'ai aucun talent, tout est par hasard. Tu vas même créer avec Yves Bigot, journaliste aussi. C'est lui qui a créé surtout. Mais Sport FM. J'ai accompagné, le Sport FM, absolument, parce que j'étais aux Infos Gênées sur une radio de régionale en Ile-de-France où on traitait des infos générales. Et puis c'est devenu Sport FM, qui était la première, qui a disparu d'ailleurs depuis, qui était la première radio 100% sport en fait. Et ensuite RMC a un peu pris ils ont piqué le truc. Non, ils n'ont pas vraiment piqué le truc. Sur ceux qui ont la carte de presse. Ce créneau-là. Alors donc, du coup, ça m'a amené à être journaliste sportif, ce qui n'était pas à la base ma destination a priori. Et pendant 10 ans, à peu près 10 ans, je n'ai été que journaliste sportif. En couvrant essentiellement. Du coup, j'ai couvert des tas de trucs comme les Jeux Olympiques, les tournées du Grand Chelem. Et c'est vrai que je faisais surtout du tennis. Oui, tu as présenté Course Centrale. Non, enfin, tu avais une rubrique, une chronique de Course Centrale. Alors ça, c'était en presse écrite, Course Centrale, ce qui m'a permis de faire des belles interviews comme... Un des trucs dont je suis fier, c'est d'avoir eu la première interview d'après-victoire à son premier Wimbledon de Roger Federer. Je ne sais pas si vous aimez le tennis, mais pour les gens qui aiment le tennis comme moi, Roger Federer, c'est Dieu à peu près. Et donc ça fait partie des cours centrales. Mais sinon, le tennis, c'est surtout à la radio, bien sûr, mais surtout à la télé, où j'ai commenté des centaines et des centaines de matchs de tennis. 2007, tu lances la revue de presse. Alors, c'était au Théâtre des Deux Ânes. Ouais, ça, on a fait 2 ans au Théâtre des Deux Ânes. Je me suis appuyé d'abord sur la bande qui était aux Deux Ânes à l'époque. Et puis ensuite, certains de cette bande ont quitté les Deux Ânes. Nous, on a quitté le Théâtre des Deux Ânes, mais il y en avait qui étaient, et qui sont toujours d'ailleurs aux Deux Ânes aujourd'hui. Donc, on a enlevé le nom Deux Ânes. Bon, enfin, c'est à peu près la même chose, mais on a grandi, on va dire, puisqu'on est passé de théâtre. Vous êtes où maintenant? Là, on est au Grand Point Virgule. Au Grand Point Virgule depuis 2 ans. Et avant, on a été au Théâtre Michel, on a été au Théâtre de Paris, on a été au Théâtre Marigny, on a été, plein de scènes et donc alors l'émission a tout de suite marché et elle fait toujours mais depuis
On va fêter là le lundi prochain en direct et en clair, c'est-à-dire que le CSA a autorisé pour l'occasion Paris Première à être en clair. On va fêter la 150e revue de presse. Donc ça fait 12 ans que cette émission existe et fait de bonnes audiences, parce qu'on fait entre 250 300 000 téléspectateurs, ce qui pour Paris Première est évidemment beaucoup. C'est vrai. Ouais. Et donc prochaine émission lundi prochain. Lundi prochain, ouais, absolument. Qui sera l'invité politique? On va faire une émission un peu spéciale parce qu'on va être en direct jusqu'à minuit. Et donc on a invité en fait tous nos copains, quoi. C'est-à-dire alors il y aura Laurent Gérard, bien sûr, qui sera là. Il y a Jean Lassalle, qui est notre idole. C'est l'idole de tout le monde, je crois. Mais en plus, il s'est vraiment révélé à la revue de presse il y a quelques années. Il y aura Éric Nolot qui va venir. Il y aura, voilà, tout un tas toute la clique. Yann Ducret. Plein d'invités, Nelson Montfort, etc. Alors, tu as parlé de Laurent Gérard, j'en ai parlé aussi en début d'émission. Tu co-écris avec Laurent Gérard pour les Chroniques RTL. On est 3 auteurs avec Laurent. Il y a Stéphane Rose qui fait aussi la revue de presse avec moi. Et Pascal Fioretto qui était déjà dans son équipe dans l'équipe d'auteurs de Laurent. Alors, c'est quoi ton imitation préférée de Laurent Gérard? C'est dur, c'est dur. J'ai des petites tendresses. C'est vrai que j'ai des petites tendresses d'abord à écouter et puis aussi à écrire, quoi. Il y a des personnages qu'on préfère écrire. Jean Lassalle, justement, j'adore. Houellebecq, il fait Houellebecq, j'adore ça. Guy Lux aussi, on réussit à remettre Guy Lux. On imagine à chaque fois Guy Lux qui ferait The Voice ou des émissions d'aujourd'hui. Et Guy Lux, c'est formidable. Non, il y en a plein. Puis Laurent, il est tellement doué que il y en a trop. Non, il y en a jamais trop. Mais et puis Finkielkraut aussi, qui est un nouveau personnage. Depuis un an, il fait Finkielkraut et c'est hurler de rire, quoi. Et aujourd'hui, tu viens pour nous parler bien de ta nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Un banc pour nouvelle. Et plus si nouvelle que ça, en fait. En tout cas, c'est la dernière en date. C'est la dernière en date. Mais ça fait 3 ans qu'elle existe, ouais. Alors le pitch, c'est quoi? Tu fais le pitch, on écoute un extrait. Vous voulez pas le faire, toi? Parce que moi, je suis nul. Mais moi aussi, je suis nul. D'accord, donc je vais le faire, là. Ne dites plus rien. Non, en fait, ce sont 2 femmes qui se rencontrent autour d'un banc public. Et elles veulent absolument la place parce que l'une attend son mari et l'autre attend son mec qui est en l'occurrence marié à une autre. Voilà. Et elles vont se rencontrer, elles vont pas du tout avoir la même vision des choses. D'abord, elles ont chacun un caractère un peu particulier et elles vont se disputer, se chamailler, on va dire, et plus que ça même. Et puis commencer à juger l'histoire de l'autre parce qu'elles vont se découvrir. Et puis il y a il y a un événement qu'on devine un peu qui va se produire et qui va d'une certaine manière les rapprocher beaucoup. Et voilà. Et ça parle évidemment des femmes, puisqu'il y a 2 femmes sur le plateau, mais ça parle aussi beaucoup des hommes. Un homme, mais qui représente à peu près tous les hommes. Tous les hommes, ouais. C'est-à-dire dans la lâcheté, dans tout ce qu'il fait, mais aussi dans une forme de légèreté voilà. Et les femmes aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas. Il y a beaucoup de. Ça me fait toujours très plaisir parce qu'il y a beaucoup de spectatrices qui me disent. On est très contente et on est d'autant plus contente que ce soit un homme qui a écrit ça. Mais en même temps, c'est aussi cette pièce, en tout cas, ça raconte aussi que les femmes, finalement, souvent se plaignent de leur relation de couple. Souvent, on a envie de leur dire, mais vous n'êtes pas obligés, vous avez le droit de prendre votre destin en main et de ne pas forcément obéir à la route qu'a tracée l'homme pour vous, quoi. On écoute un extrait? Oui. Connaissez-vous la théorie du pépito? La théorie du pépito, le gâteau, comment mange le pépito? Non, je ne connais pas la théorie du pépito et je ne suis pas certaine de vouloir l'entendre. Eh bien, je vais quand même vous la dire. Alors, imaginez quelqu'un qui adore les pépitos. Tous les jours de l'année à 4 heures, il mange un pépito. Oh, ça a l'air vraiment passionnant. Ça l'est. Il n'y a pas un jour que Dieu fait où cet homme, oui, parce que imaginons c'est un homme, ne mange un pépito à 4 heures. Et puis alors un jour, allez savoir pourquoi, l'habitude ou l'overdose de pépito, je ne sais pas, il décide de manger un autre gâteau.
il va commettre une infidélité à son pépito quotidien en le trompant avec un autre gâteau. Pensez-vous qu'il choisira un granola? Je ne sais pas et je m'en fous. Eh ben non, il choisira pas un granola, parce que le granola et le pépito, c'est la même chose. Un gâteau avec du chocolat dessus. Il choisirait pas un granola. Il ira vers quelque chose de totalement différent. Je sais pas moi, un figolu. Ou un panito. Peut-être même un bounty. Vous voyez, un truc totalement différent. Eh bien, les hommes avec les femmes, c'est pareil. Si un homme est marié avec une grande blonde, il trompera la grande blonde avec une petite brune. Et inversement. Juste comme ça, pour savoir. Vous êtes en train de me comparer à un gâteau sec. Voilà l'extrait de Un banc pour deux. Léa a vu la pièce. Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça hyper rythmé. En fait, ça s'arrête pas. On est vraiment au milieu d'un ping-pong verbal entre ces deux femmes, effectivement, très différentes, aussi différentes qu'un Pépito et qu'un Figolu, effectivement. Et on passe de quiproquo en moments un peu tendres, un peu touchants, on rebondit sur des gags. Donc c'était très plaisant et les gens riaient de bon cœur dans la salle, j'ai trouvé. Merci, c'est gentil. C'est vrai. Alors tu es à la mise en scène également, on l'a dit. Alors comment on fait pour mettre en scène autour d'un banc? En fait, c'est un huis clos, mais à l'extérieur. C'est pour ça que je suis à la mise en scène, parce que pour être très sincère, je pense que je suis pas le meilleur metteur en scène au monde. Non, décidément, je fais bien me vendre. Non, mais en fait, je l'ai mise en scène d'abord parce que c'est moi qui l'ai écrit. Donc je crois que je suis pas sûr que je saurais très bien mettre en scène des textes d'autres. Et c'est vrai que je crois que je me débrouille pas trop mal sur ce qu'on appelle, c'est très prétentieux, la direction d'acteur. Je suis pas trop mauvais là-dedans. Mais par contre, l'idée des déplacements, etc., les idées comme ça, alors, des idées scéniques, quoi, je suis pas un génie. Donc là, ça m'arrangeait bien parce que pour des raisons budgétaires et budgétaires, il y a qu'un banc, donc c'est assez facile. Et puis du coup, les mouvements, etc., autour de ce banc. Mais ceci dit, c'était une vraie problématique. Et vous qui êtes comédiens les uns les autres, vous le savez aussi, c'était une vraie problématique. Il faut quand même que ce soit un peu spectaculaire, quand même. Alors, même si avec un banc et ça de temps en temps, c'est sur des grandes scènes, mais c'est plus généralement sur des petites scènes, donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Mais c'est toujours une problématique de savoir comment les gens vont pas s'ennuyer, parce qu'il faut pas que ce soit juste deux femmes assises sur un banc. Mais alors ça pousse aussi à ce que l'interprétation soit vraiment bien, parce que souvent il y a des pièces où on cache un peu les manquements du texte par beaucoup de trucs, quoi. Voilà. Et donc là, ça pousse. On est obligé que le texte soit bien et soit pas trop mauvais, quoi. Et surtout que les comédiens ou les comédiennes en l'occurrence, et elles le sont, soient bonnes, quoi, et soient justes. Mais c'est vrai que voilà, c'est donc c'est comme ça. Bon, je me suis mis à la mise en scène parce que je me suis dit à un moment donné, ça coûte cher, mettre en scène. Et quitte à payer quelqu'un, je préfère me payer moi-même. Voilà. D'ailleurs, qui on retrouve sur scène? Alors, il y a Maeva Pasquali, qui tourne pas mal, et qui a été pas mal au théâtre récemment, qui a joué notamment avec Laurent Gamelon, avec Daniel Russo, et qui joue aussi dans pas mal de séries comme Clem, comme... Le Noir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais j'ai la oublié. série française voilà. Candice Renoir. Il y a Sylvie Guichenuy. La pièce d'ailleurs est partie un peu d'elle. Enfin, en tout cas, elle est venue me voir un jour et elle m'a dit voilà, j'ai appris que vous, à l'époque, on se vous voyait. J'ai appris que vous écriviez des pièces. Et puis je venais de terminer celle-là et je lui dis bah tiens, ouais, j'ai celle-là. Donc voilà. Et Aurélie Collin, qui est maintenant qui est en alternance avec Maeva Pasquali, et qui est absolument formidable d'ailleurs parce que c'est difficile de reprendre un rôle, parce que les deux l'ont joué pendant 3 mois à Paris. Ensuite il y a eu des dates en province, enfin elles l'ont joué, on va dire, pendant 1 an, quoi.
Et Aurélie, elle s'est glissée. Alors, c'est formidable. Elle s'est glissée dedans, puis elle a apporté D'ailleurs, on l'a vu avec Aurélie hier, et c'était très bien. Ouais. C'est formidable. Enfin, les 3 sont formidables. Il y aura des dates de tournée pour les auditeurs qui nous écoutent en province? Alors, oui, mais pas tout de suite. Mais j'ai pas pensé à venir avec. Non, je sais que cet été. Non, si, il y a des. Non, mais alors, je sais plus. En fait. Bon, bah, mais je sais qu'il y en a. Mais je sais qu'il y en a. Non, mais je sais on les mettra sur la page Facebook. Il y a des festivals, je crois. Et puis. Voilà, je crois qu'il y en a deux autres, mais je ne sais plus. On était à Louviers, il y a eu Pavillon sous bois, puis avant il y a eu Narbonne, on était à Narbonne, enfin bref, on a été dans quelques endroits, mais il y en a d'autres, mais j'avoue que je les ai pas en tête. Voilà. Pardon. Bah, c'est pas grave, c'était pour toi. Ben oui, et du coup ça m'embête parce que ça fait ça en moins, quoi. Oui. Mais en attendant, si vous êtes de passage à Paris, c'est au Théâtre du Marais que ça se passe, un banc pour 2. Est-ce que c'est vrai qu'à l'âge de 6 ans, tu adorais Mitterrand? Oui, c'est vrai. Car certaines personnes de ta famille le détestaient. Oui, c'est-à-dire que c'est mon premier souvenir politique, en fait, et j'ai compris, je crois, beaucoup de choses dans la politique à ce moment-là. C'est que c'était le second tour de l'élection présidentielle en 81, donc j'avais 6 ans, et en fait, une partie de ma famille était réunie chez moi pour regarder les résultats, quoi. Comme ça se faisait plus que ça se fait maintenant, d'ailleurs. Et puis j'ai vu la tête, moi je comprenais pas de grand chose à tout ça, et j'ai vu la tête de Mitterrand, la tête de Mitterrand arriver, et en 81, le 10 mai 81, jour de gloire pour la France, et là j'ai entendu des cris, parce qu'il faut se rappeler, là on est sur les internets, alors les gens sont très jeunes, mais l'élection de Mitterrand en 81, il y avait quand même une partie de la France qui pensait que les chars soviétiques allaient débarquer sur les Champs-Élysées, quoi. Donc et j'ai vu des cris d'effroi, quoi, de certaines personnes de ma famille, et du coup je me suis dit c'est terrible, et ma mère est allée me coucher quelques minutes plus tard, et je lui ai dit, et je m'en souviens encore, je lui ai dit, mais est-ce qu'il est méchant, ce monsieur Mitterrand? Et elle m'a dit non, nous, en parlant de mon père et d'elle, nous, on n'a rien contre lui, même si j'étais pas tout à fait de son bord politique, mais enfin, ils n'étaient pas dans une espèce de haine de Mitterrand, mais voilà, certains estiment et je me suis dit qu'un personnage pixelisé comme ça déclenche, là en l'occurrence cette haine, mais ça aurait pu déclencher de l'amour, un amour. C'est comme quand on va dans un concert, parfois il y a des scènes où on se dit c'est étrange quand même, pourquoi cette personne est en transe devant un chanteur, ou je sais pas quoi. Et donc il m'a fasciné, du coup je me suis dit, et j'ai toujours j'allais dire j'ai toujours suivi, c'est bizarre, mais du coup je me suis intéressé à partir de ce moment-là à la politique, et c'est vrai que mon père lisait beaucoup Le Monde, et je me souviens que je chopais Le Monde et je lisais les pages politiques. Mais ce qui m'intéressait dans la politique, ce qui m'intéresse d'ailleurs presque aujourd'hui toujours dans la politique, c'est ce que beaucoup détestent d'ailleurs, c'est le jeu, c'est le théâtre justement de la politique. C'est la politique politicienne, c'est machin n'aime pas truc, donc il trahit machin. Enfin, il y a un côté Dallas, Shakespeare, mais non, mais c'est tout ça, et ça m'a toujours passionné. Ouais. Jérôme Deverdier reste avec nous, on le retrouve après Sybille Liévois, Le Souffle. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors tu vas vite pour comprendre pourquoi c'est très très con. Oui, non, je crois que le jingle était fini. J'ai cru que le jingle était fini, c'est un petit AVC. Alors comme tu es venu pour nous parler de la pièce Un banc pour 2, je vais te faire une interview banc. Alors tu réponds très vite, tu réfléchis pas. Mais très vite. Ok. Plutôt banc public ou banc d'école? Banc public. Plutôt banc de thon ou banc de morue? C'est con, c'est drôle, mais c'est con. Merci. Joker. Oui, Joker. Ouais. Plutôt Michel Ban ou Laurent Ban? Oh là là. Alors Michel Ban. Plutôt banc de touche ou banc des accusés? Banc des accusés. Plutôt banc de sable ou banc de musculation? Oh bah, je crois que vous avez la réponse. Alors enfin, plutôt le cul entre deux chaises ou un banc pour deux? Un banc pour deux, bien sûr. Et oui, bien sûr. Bravo. Un banc pour deux. Écrite et mise en scène par Jérôme Deverdier, tous les dimanches à 14h30 au Théâtre du Marais. Pièce, on le répète, éligible au Petit Molière 2019 pour meilleur spectacle tout public. Et aussi la revue de presse lundi prochain sur Paris Première. Voilà. 20h50 en direct. En direct. Et en clair. Et en clair, sur Paris Première.